Bienvenue sur Géopolitis. C'est un pays riche qui est en ruine, à la dérive. Un exemple, ce pays possède encore plus de réserves de pétrole que l'Arabie Saoudite et pourtant, en cette fin d'année 2015, il est tout bonnement en cessation de paiement. Ce pays, c'est le Venezuela qui, en ce début du mois de décembre, entend renouveler son parlement monocaméral. 2 ans après la mort de l'ancien président Hugo Chavez, est-ce la fin de la révolution bolivarienne? À peine croyable. Au Venezuela, l'eau est plus chère que l'essence. Car l'essence ou le gaz, ce sont des denrées que la révolution tient à offrir quasiment au peuple. À Caracas, le litre d'essence est à 0,097 bolivars, soit 1,4 centimes suisses, 1,3 centimes d'euros si vous préférez. Cela, c'est l'acquis de la révolution. Le problème, c'est que tout cela coûte annuellement 12 milliards de dollars au pouvoir socialiste en place. La situation économique du pays est si mauvaise que c'est la Chine qui prête de l'argent au Venezuela. 60 milliards de dollars injectés depuis 6 ans. Où va donc le Venezuela? C'est le thème de cette édition de Géopolitis. C'est donc le peuple vénézuélien qui se prononce en cette fin d'année et c'est l'opposition qui a le vent en poupe. Une opposition assez hétéroclite, mais unis sur un programme commun, se débarrasser de l'actuel président Nicolás Maduro, successeur donc du leader de la révolution, le célébrissime Hugo Chavez, mort en 2013. La révolution bolivarienne, c'est depuis 16 ans, depuis 1999, une vaste réforme socialiste, fondée sur les revenus immenses du pays en pétrole. Seulement voilà, le budget a explosé alors que le prix du baril de pétrole, lui, s'est effondré. La crise est politique, elle est sociale, elle est évidemment économique. Tenez, écoutez comment à la télévision, le président Maduro avait annoncé il y a 2 ans une inflation à 56%. La inflación acumulada, especulativa, de la burbuja creada por la guerra económica del 2013 llegó a una cifra inusual de 56,2%. Les statistiques concernant le Venezuela sont tout simplement catastrophiques. Par exemple, le produit national brut est en récession de 4%. La chute des prix du pétrole prive le pays de 50% de ses ressources et devises. Le bolivar ne vaut plus rien. Il y a 2 ans, il fallait 15 bolivars pour 1 dollar. À présent, il en faut 200. Voilà pourquoi l'opposition estime que le socialisme version Chavez a paupérisé, détruit tout le pays. Le président Maduro, pour sa part, crie au complot et dénonce les étrangers, américains et espagnols entre autres, comme étant responsables de la chute du pays. Depuis des décennies et surtout depuis la révolution de 1999, le citoyen du Venezuela vit dans l'idée que l'or noir n'a pas de valeur monétaire, que l'essence est quasiment gratuite et que tout cela est normal. Normal comme les milliards de dollars que le président Chavez avait injectés pour le plus grand bien des couches de la population les moins aisées dans les programmes de logement. Normal tant que le budget pouvait suivre, tant que le baril de pétrole était aux alentours de 100 dollars et que ce pétrole en surabondance couvrait 95% des exportations. À présent, tout cela est fini. Le consommateur sait et voit que ce pays, le 2e producteur de pétrole du monde, vit à l'heure des restrictions. Il y a pénurie d'à peu près tous les biens de consommation, le lait, le beurre, le pain. Les hôpitaux manquent de médicaments, les grands magasins offrent le visage de leurs rayons quasiment vides. Quant aux manifestations, elles sont sévèrement réprimées. Les leaders de l'opposition sont arrêtés et emprisonnés. Sans l'aide financière de la Chine, le pays serait en faillite. Déjà 60 milliards de dollars ont été injectés par Pékin dans une économie moribonde. Du reste, la Banque centrale du Venezuela a cessé depuis le mois de mars de publier des statistiques officielles sur ordre du gouvernement. La Chine, encore elle, tout récemment, vient d'accorder une nouvelle rallonge de 5 milliards de dollars pour que au moins les salaires des fonctionnaires soient payés. En 2016, Caracas devra rembourser des dettes à hauteur de 10 milliards de dollars. Le pays court après les devises et a dû mettre en gage une partie de ses réserves d'or. Il a vendu ses raffineries et il a différé le paiement de milliards de dollars qu'il doit à ses fournisseurs étrangers. Au niveau national, l'actuelle équipe au pouvoir
Pétrifié, réfugié et déterminé à s'en tenir au seul principe de la révolution, a largement fait preuve de son impéritie. Jamais, depuis 16 ans, l'opposition n'a été aussi proche d'une reconquête du pouvoir. D'autant que, sous les yeux du monde entier, le dirigeant du pays s'enferme dans la paranoïa du pouvoir personnel et dans une logique de quasi-guerre civile. Diplomatiquement, le gouvernement du pays est devenu infréquentable, tant au-delà de la crise économique, tant les droits de l'homme sont bafoués. Même l'Iran et la Biélorussie tiennent à présent à rester en dehors de toute relation avec le régime du président Maduro. L'invité de Géopolitis, Benito Pérez, qui est notre confrère du journal Le Courrier, spécialiste de l'Amérique latine. On ne peut pas comprendre ce qui se passe maintenant si on ne revient pas un petit peu au début de la révolution. Qu'est-ce qu'il voulait, Hugo Chavez? Et d'abord, dans quel état avait-il trouvé le Venezuela à l'époque? Voilà, si on veut comprendre ce qu'était le projet de Hugo Chavez, il faut revenir à 1998, quand Hugo Chavez est élu à la présidence de la République. On a un pays, un Venezuela, extrêmement divisé, coupé en deux pratiquement, où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, malgré la richesse énorme de ce pays, richesse pétrolière, principale réserve d'Amérique latine, deuxième réserve mondiale, un pays qui vit du pétrole principalement et pratiquement uniquement, et qui attire vers ces villes une nombreuse population qui vient s'entasser dans les faubourgs, dans les favelas, à la recherche d'une miette de cette richesse pétrolière, mais malheureusement, cette richesse pétrolière est captée par une infime minorité des Vénézuéliens, on va dire environ 15-20% des Vénézuéliens qui vivent extrêmement bien, qui vivent selon un modèle, on va dire, occidental, niveau de vie nord-américain. C'est des gens qui ne votent pas, évidemment, à l'époque pour Chavez, mais il est élu. Et qu'est-ce qu'il promet? Je veux dire, c'est quoi son mot d'ordre au début? Alors, son mot d'ordre, c'est une réintégration de cette partie de la population qui est exclue, qui n'a pas accès aux services publics, qui ne mange pas à sa faim. Un cinquième des Vénézuéliens est sous-alimenté. Son but, c'est de réintégrer cette population. Trois objectifs principaux. Le premier, c'est de démocratiser le système vénézuélien, qui est, on va dire, une partitocratie de deux partis qui se répartissent le pouvoir depuis 1958 et qui, en gros, sont d'accord sur l'essentiel. Et Hugo Chavez veut ouvrir ça, et il ouvre avec un régime présidentialiste qui permet de casser cette domination. Et il l'ouvre aussi en faisant un certain nombre de réformes, comme par exemple le référendum révocatoire qui permet une innovation mondiale. L'originalité du Venezuela. Absolument, ça n'existe pas ailleurs. C'est le seul pays, à ma connaissance, qui a ce système qui permet de révoquer n'importe quel élu dès la moitié de son mandat si la population est mécontente de son travail. Alors ça, c'est son premier objectif, démocratiser le Venezuela. Et ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire? Ensuite, c'est de garantir les droits sociaux qui sont inscrits dans la constitution vénézuélienne à ce moment-là, justement au moment où on cherche à ouvrir l'État à cette population. On instaure des droits sociaux. Et pour les appliquer concrètement, on crée des missions. Ce qu'on appelle des missions, c'est des espèces d'administrations parallèles à l'État vénézuélien qui, financées par le pétrole, vont amener les services publics de façon assez rapide et souple dans les quartiers. Et là, il y a des progrès, il y a des acquis de la révolution. Alors là, les résultats sont assez importants. On a par exemple une division par deux du nombre de pauvres. On a une disparition de l'extrême pauvreté. On a un triplement du nombre d'étudiants universitaires. Enfin, au niveau des données sociales, les résultats sont clairs. Mais le principal problème, c'est que le gouvernement se heurte à une instabilité politique assez importante. Une partie des classes privilégiées qui jusque-là avaient la tirelire pétrolière se révolte contre cette politique. Il y a le coup d'État. Et ça donne le coup d'État de 2002. Mais alors pourquoi est-ce que cette machine révolutionnaire se grippe, indépendamment du fait politique? Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas à avoir l'assentiment de ce peuple auquel il a contribué? Je dirais qu'il y a deux étapes. La première étape, disons jusqu'à 2008 à peu près, c'est une forte adhésion de la population, en particulier des secteurs populaires, qui voient la différence avec l'ancien régime et qui soutiennent très activement Hugo Chavez, qui s'intéressent tout d'un coup à la politique. Hugo Chavez est capable de les amener à s'intéresser, notamment dans ses émissions télévisées,
à la politique. Pour donner un chiffre, par exemple, Hugo Chavez est élu en 1998 par 3,6 millions d'électeurs vénézuéliens. À la fin de la décennie des années 2000, il est élu par 7,5 millions de Vénézuéliens. Il y a une véritable adhésion à son projet. Mais à partir de quel moment le modèle révolutionnaire va trouver ses limites et finalement va contribuer à une chute spectaculaire du pays? Alors, le modèle... Qu'est-ce qui s'est passé? Le modèle commence à arriver un petit peu à ses limites, on va dire, à la fin de la décennie, vers 2010, où en fait le projet d'Hugo Chavez était également économique, c'est-à-dire son objectif qu'il a appelé d'abord développement endogène, ensuite socialisme, c'était de créer une production locale qui permettrait d'éviter que le pays soit dépendant des importations et du pétrole. Et ce projet-là n'a pas fonctionné. C'est un projet qui a fonctionné partiellement, on va dire. Il a fonctionné à la campagne, où la production agraire a augmenté énormément, mais n'a pas fonctionné au niveau industriel, etc. Et même au niveau agraire, il faut se rendre compte que la moitié de la population qui était exclue de la consommation, aujourd'hui consomme. Donc c'est une demande extrêmement importante à laquelle la production vénézuélienne ne pouvait pas satisfaire. Mais alors, maintenant, le président Maduro, qui a succédé à Hugo Chavez, qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de redresser ça? Visiblement, il est en très mauvaise posture actuellement. Alors, Maduro est arrivé à un moment difficile. Déjà, il n'a pas la légitimité, ou disons, plutôt que la légitimité, il n'a pas l'aura, le charisme et le pouvoir qu'avait Hugo Chavez, qui était capable de mobiliser la population, qui était capable aussi d'imposer à la nomenclatura bolivarienne un certain nombre de décisions et de lutter contre des phénomènes de corruption, etc. La position de Maduro est plus faible. Du coup, il essaye d'arranger un petit peu les choses, mais il se montre incapable aujourd'hui de faire des véritables réformes qui seraient nécessaires pour faire subsister ce modèle. On voit par exemple le problème que le contrôle d'échange crée comme distorsion dans l'économie vénézuélienne. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément abandonner le contrôle d'échange, mais il demande une réforme. Car aujourd'hui, ce contrôle d'échange, en fait, défavorise la production nationale vis-à-vis de l'importation. Donc, on a compris un peu les données du problème. Si l'opposition l'emporte, elle fait quoi? Elle change tout? C'est difficile après une révolution. Disons, si l'opposition l'emporte aux législatives du 6 décembre, elle n'aura pas l'entier des leviers du pouvoir. Le Venezuela est un système extrêmement présidentialiste. Donc, Nicolás Maduro conservera la présidence, en tout cas jusqu'à l'année prochaine, moment où l'opposition pourra faire un référendum révocatoire éventuellement et le sortir du pouvoir. Mais jusqu'en 2016, on aura un système de cohabitation qui sera un peu plus favorable à Nicolás Maduro qu'à l'opposition. Le risque, c'est surtout d'entrer dans une période d'incertitude et éventuellement même de violence. Merci, Benito Pérez. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal Le Courrier, spécialiste de l'Amérique latine. Merci à vous. Merci. Qu'on l'admette ou non, que cela fasse plaisir ou pas, il faut bien reconnaître que l'ancien président du Venezuela était formidablement populaire. Certes, on peut retenir d'Hugo Chavez que c'était un personnage excentrique, fantasque, bizarre, paranoïaque peut-être, discourant pendant des heures à la manière d'un Fidel Castro, monopolisant les écrans de télévision, d'ailleurs dans une tenue de jogging multicolore. Mais le fait est là, des millions de Vénézuéliens se reconnaissaient en lui. Du reste, c'était le premier président du pays à ressembler physiquement à la majorité de ses concitoyens, métis, de Noirs et d'Indiens, jeunes et issus des classes populaires. Mais par-dessus tout, Chavez avait permis à une large fraction de son peuple de participer à la vie politique au point que des millions de Vénézuéliens s'étaient inscrits sur les listes électorales pour voter, y compris d'ailleurs pour voter contre lui. C'est cet acquis-là qui reste à l'esprit de nombreux fidèles de la révolution bolivarienne, incarnée par Hugo Chavez. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos réactions et commentaires à cette édition consacrée au Venezuela, des vidéos, de l'infographie, des sites internet, notre rubrique Vue du passé, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.